Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Aujourd'hui dans Bien dans son job, on parle de la parentalité en entreprise et on va en parler avec Audrey Julien, directrice RH du groupe Sarbacane, elle est notre invitée. Smart Philo, l'intelligence artificielle, l'IA, est-ce un substitut aux décideurs et j'élargis au RH? On en parlera avec Thibaut Brière, il est philosophe, conseiller en management et expert des nouvelles formes de travail. Il sera dans notre rubrique Smart Philo. Le cercle RH, dans le cadre de cette journée mondiale du coming out, le 11 octobre, l'intégration des personnes LGBT en entreprise. Vous le verrez à travers leur baromètre, les chiffres ne sont pas bons. On fera le point avec des experts et des alliés, comme on les appelle. Ce sera dans le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la cybersécurité veut se féminiser. C'est un vrai sujet. Et Sylvie Blondel sera avec nous, directrice des ressources humaines chez Stormshield, filiale d'Airbus Cyber Security. Et elle viendra nous parler des femmes dans la tech et dans la cyber. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, on parle beaucoup dans cette rubrique de la parentalité, de l'accompagnement des parents lorsqu'ils viennent d'avoir notamment un enfant, et on en parle avec Audrey Julien. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes directrice RH du groupe Sarbacane. Oui. Qui est un groupe de tech, du numérique. Oui, on travaille donc dans le numérique et nous accompagnons nos clients dans leur communication digitale. C'est important. Une solution en mode SaaS. En mode SaaS. Exactement. En mode plateforme. Exactement. C'est ça. Le software. Le software. Vous, c'est les RH, hein, votre domaine. Vous en êtes la directrice, entreprise d'environ 110 salariés en France. Et puis, vous avez choisi, vous et votre entreprise, d'accentuer l'accompagnement de la parentalité. Racontez-moi d'abord l'histoire et qu'est-ce que vous proposez très concrètement aux parents, justement pour les accompagner dans cette parentalité. Oui, avec plaisir. Donc, Sarbacane déjà existe depuis 21 ans. Effectivement, nous sommes dans le Nord, à une dizaine de kilomètres de Lille. Et il y a déjà une dizaine d'années, nous avons décidé d'implanter une micro-crèche sur notre campus. Donc aujourd'hui, il y a 10 berceaux et 8 qui sont réservés aux collaborateurs Sarbacane. Donc finalement, cette décision d'ouvrir des places en crèche a lancé notre démarche de qualité de vie, conditions de travail, etc. Ça veut dire qu'on vient déposer son enfant à côté de l'entreprise ou sur le site et on va... 20 mètres. C'est extrêmement pratique pour le coup. Tout à fait. On a donc ces parents qui sont ravis d'avoir ce service, puisque effectivement c'est un gain de temps. Le matin, ils n'ont pas besoin de faire domicile, crèche, travail. C'est vraiment au même endroit, donc plus de sérénité, de confort. Et forcément, ils sont moins anxieux si jamais leur enfant est malade, par exemple. Et je fais une petête parenthèse parce qu'il y a plein d'autres choses dont on va parler, mais est-ce que la maman ou le papa d'ailleurs peut comme ça, à la pause du midi, aller faire un petit coucou à son enfant? Enfin, je veux dire, c'est tout à fait autorisé. Après, il y a même un petit jardin, donc je sais que parfois, en fonction de l'emplacement de son bureau, on peut voir les enfants gambader. Ouais. Et ils sont parfois invités sur le campus aussi. Il y a déjà eu des visites d'enfants au moment de Mardi Gras. Ils se baladent déguisés dans les locaux. Alors, allongement du congé paternité, ça c'est une loi, hein, c'est pas vous qui l'avez créé, mais 100% pris en intégralité, pris en charge en intégralité pour le congé paternité ou le second parent, parce qu'il faut évoquer évidemment la question des seconds parents. On va en parler dans le cercle RH dans quelques instants d'ailleurs. Ça aussi, c'est un retour positif et on va parler de la marque employeur. Est-ce que les salariés vous disent, oui, pour nous, c'est un plus, quoi, il n'y a pas de doute? Oui, après, notre rôle, nous, côté RH, c'est bien sûr lorsque un parent nous annonce qu'il va bientôt accueillir un enfant, c'est déjà d'accueillir cette nouvelle très positivement, en disant bravo, félicitations, et non de dire au secours, comment va-t-on s'organiser. Ouais, c'est vrai. Déjà ça commence par là. Ça commence là, à ce moment-là, en fait, pour libérer la parole, et puis ensuite d'exposer les droits. Effectivement, la future maman a le droit de s'absenter pour les rendez-vous de suivi, etc. Et vraiment d'accompagner comme ça, dès le moment de l'annonce de la grossesse. Et puis par rapport au congé, effectivement, paternité ou second parent, moi, je trouve que c'est vraiment... Combien de jours là? On est passé de combien à 28. À 28, c'était 11 jours. Exactement. On est passé à 28. Hein. Voilà. Et pour l'instant, tous les parents qui l'ont pris en intégralité. Donc je trouve que c'est vraiment... Parce qu'avant, vous vous rappelez, on ne les prenait pas, les congés paternité. Voilà. Et donc, ça crée d'autant plus l'inégalité homme-femme, qui déjà se creuse par plein d'autres sujets, comme par exemple, on est plus souvent sur la maman qui réduit son temps de travail, etc. Donc, au moins, l'allongement du congé second parent permet de réduire les inégalités et baisse la charge mentale, par exemple, de la mère.
voilà, c'est une mesure très positive en tout cas. Chèque vacances, ça c'est important. On a mis en place cette année. Ça, voilà, c'est la nouveauté. Dans notre politique, effectivement, rémunération. Ça, c'est géré par l'entreprise ou c'est le CE qui gère? Avec notre CSE, on est d'accord, le CSE. Oui, mais bien sûr, impulsé par toute l'équipe Nous sommes d'accord. RH. Ça, c'est le dialogue social dans l'entreprise. Concrètement, là, le retour qualité, le retour productivité, parce que vous offrez des conditions de parentalité, d'accueil des enfants optimales. Est-ce que derrière, vous avez aussi un retour de qualité des collaborateurs et de fidélité? Parce que dans la tech, c'est important. Oui, à nous, bien sûr, d'aller les solliciter pour à chaque fois demander s'il y a des améliorations, si tout se passe bien, etc. On fait aussi ce qu'on appelle, par exemple, un entretien de retour suite au congé maternité ou suite au congé parental pour recueillir les impressions, justement. Et puis, on est toujours dans cette logique d'amélioration, parce qu'effectivement, on a forcément cette logique de rétention, puisque un parent qui va mettre son enfant à la crèche, on se dit que c'est plus compliqué après si jamais il doit quitter l'entreprise pour retrouver une place en crèche, Vous avez etc. raison. Donc forcément, c'est aussi un argument de rétention pour nous. Et puis après, on parle de productivité, mais oui, puisque forcément, ils sont dans des meilleures conditions, ils sont moins stressés, on a aussi une flexibilité qu'on offre. Ça, on peut le retrouver également dans notre entité allemande, parce qu'on a au sein du groupe aussi une entité allemande, ils sont 30-40. Préciser que les Allemands, ils ont une politique familiale très différente de la nôtre. Vous devez être très en avance par rapport à l'Allemagne sur ces sujets. Après, non, vrai. Les femmes travaillent moins, enfin, c'est plus compliqué. Après, par exemple, chez eux, donc chez Rapid Mail, j'ai découvert ça forcément avant notre échange, mais ils offrent par exemple 2 jours de congés supplémentaires pour les parents isolés. Donc c'est aussi une super mesure. Parents isolés, famille monoparentale, maman seule. Voilà, maman ou papa solo. Papa solo, bien sûr. Peut être aussi papa solo. C'est important de prendre en considération justement aussi la place du père dans l'entreprise. On parle souvent de la mère, mais voilà, c'est le père aussi. Vous, votre boulot de RH, concrètement, c'est aussi d'aller parler aux managers. C'est, je veux dire, voilà, c'est quand même de leur dire, fais pas une tête de. Oui. Et petit à petit, voilà, on y arrive effectivement, et il faut expliquer aux managers justement quand je parlais de bonnes nouvelles. Mais c'est parce qu'après, peut-être que si on crée ce climat de confiance, peut-être que la maman, enfin la future maman, va annoncer sa grossesse un peu plus tôt parce qu'elle se sent en confiance de l'annoncer peut-être à 1 mois et demi et non 3 mois, parce qu'en fait, on passe souvent sous silence ces 3 premiers mois. Et c'est pas évident parce que peut-être qu'on peut d'un coup courir parce qu'on est malade et le manager ne comprend pas. Donc à nous de sensibiliser justement les managers, mais aussi les collaborateurs qui ne sont pas parents et qui peut-être ne comprennent pas en fait les difficultés que certains parents peuvent rencontrer. Ou inversement peuvent lorgner sur ces avantages parce que vous offrez aussi des accords de congé enfant malade au-delà du droit du travail, c'est-à-dire qu'on voit des collaborateurs qui s'en vont. C'est prévu pour 2023. Voilà, ça c'est la nouveauté, mais des collaborateurs qui n'ont pas d'enfants parce que vous avez une moyenne d'âge assez jeune, disent quand même, donc il faut aussi faire de la pédagogie pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou ne veulent pas avoir d'enfants d'ailleurs. Oui, ça forcément on a tous les cas de figure. Maintenant, je pense qu'il faut aussi se rendre compte qu'à un moment on prend un parti pris en se disant voilà, nous on va essayer de mettre des actions en place en faveur de la parentalité, mais c'est aussi pour rééquilibrer les choses, puisqu'il peut y avoir une inégalité en fait à ce moment-là, parce que d'être parent c'est un bouleversement. Et puis nos collaborateurs qui ne sont pas parents, ils ont d'autres choses. On a des cours de crossfit, de yoga pour les sportifs. Une belle entreprise où, en tout cas, vous donnez envie d'y pousser la porte, parce que c'est aussi tout l'enjeu d'une entreprise, c'est de donner envie aux collaborateurs de se lever le matin et de s'engager pour leur entreprise. Sarbacane, 110 collaborateurs à M, en banlieue lilloise. Et merci Audrey Julien, RH, DRH, directrice des ressources humaines de cette entreprise. Et vous étiez l'une des intervenantes de l'Human Day, c'était il y a quelques semaines. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. Bon retour dans le nord de la France, cette bien belle région. Smart Philo, on parle de l'IA. Les RH sont concernés par l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils prennent la place des décideurs et des RH? Ça, c'est une question et on en parle dans Smart Philo. Smart Philo et l'intelligence artificielle. Bah oui, la philosophie s'intéresse à l'IA. L'IA va-t-elle se substituer aux humains, aux collaborateurs, aux décideurs, aux RH? Et on en parle avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. Vous êtes philosophe et auteur de ce livre Toxic Management qui est sorti chez Robert Laffont. Vous êtes intéressé à ce sujet, j'en suis sûr, parce que moi aussi, comme on dit, j'ai halluciné de cette information incroyable. Une femme, robot, humanoïde, qui ressemble à un humain, pour diriger, être PDG d'une entreprise. Incroyable.
Oui, c'est incroyable. Et je m'y suis intéressé précisément parce que vous avez rappelé là mon livre Toxic Management et les derniers chapitres sont précisément consacrés à l'intelligence, l'entreprise algorithmique, l'entreprise de demain. Et ce que nous avons vu donc en septembre, c'est des communiqués de presse reprenant eux-mêmes des communiqués d'une société chinoise établie à Hong Kong qui s'appelle NetDragon, qui a annoncé avoir nommé CEO, l'équivalent d'un PDG, si vous voulez, une intelligence artificielle, qui en fait donc est un algorithme, depuis le 26 août. Et donc, la question, c'est... Et ils ont publié ce visage, parce que c'est ce ils lui ont donné une forme humaine, voilà. Ils en ont fait un humanoïde, et c'est ce qui, du coup, a suscité beaucoup de fantasmes et beaucoup de reprises de presse. Donc, un robot promu PDG en Chine, évidemment, ça fait le buzz. On en parle jusque sur le plateau de Smart Job. Il s'agit de quoi, au juste, exactement? Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment prendre les commandes de l'entreprise, ou c'est un test d'école de commerce? Alors, bonne question, Arnaud. Info ou intox? Bah ouais. La vérité est entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, elle a été, semble-t-il, si l'on en croit le communiqué de presse de cette société, qui s'offre par là un coup de pub à bon marché, si on en croit le communiqué de presse, elle a effectivement été nommée CEO de l'une des filiales de la société, avec des pouvoirs limités, c'est-à-dire qu'elle fait partie d'un ensemble de CEO tournants. Et donc, le communiqué ne dit pas pendant combien de temps elle va être nommée CEO, mais ça se trouve, c'était uniquement pour quelques semaines, histoire de faire un test, et uniquement pour prendre un certain nombre de décisions sur des domaines très, je dirais, quantifiables. C'est-à-dire rationalisation de processus, amélioration des systèmes de gestion de risques et de la vitesse d'exécution des tâches. Mais en revanche, dans le domaine RH, là, elle n'a un rôle que d'aide à la décision. Donc c'est un outil d'aide au RH, comme d'ailleurs c'est pratiqué aujourd'hui. L'IA est un outil d'aide. Concrètement, quand même, au-delà de cet effet de buzz, parce qu'il y a un effet de buzz évidemment, est-ce qu'on peut imaginer un jour, en allant un peu plus loin, qu'on le fasse vraiment, qu'on donne vraiment à un humanoïde algorithmique la gestion d'une entreprise? Est-ce que ça vous semble possible? Est-ce que ça heurte aussi le philosophe que vous êtes? Alors c'est non seulement possible, mais c'est réel. Aujourd'hui, il faut savoir que 95% des ordres de courtage en bourse sont passés par donc des ordres. Ce sont des ordres, je veux dire des ordres. On investit, on met de l'argent. Exactement, sont passés par des algorithmes, par des intelligences artificielles. Et donc ça, c'est déjà une réalité. En revanche, là où effectivement ça devient problématique, c'est lorsqu'on essaye de se servir du machine learning, c'est-à-dire de la capacité des machines à pouvoir apprendre de leurs erreurs, à pouvoir faire face à l'imprévu, dans des domaines qui ne sont pas réplicables, qui ne sont pas des tâches algorithmiques, comme on dit. Et là, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes éthiques dont nous allons parler. Justement, l'éthique, concrètement, parce qu'il faut quand même repartir de la base, c'est que cette humanoïde chinoise, elle est programmée. Enfin, vous l'avez dit dès le départ. On lui confie des tâches. Donc, c'est quand même derrière un homme qui programme cet algorithme. Elle ne se fabrique pas elle-même. Oui, tout le paradoxe est là. C'est-à-dire que d'où vient la fascination pour les algorithmes? Précisément parce qu'on nous dit qu'un algorithme va être plus rationnel qu'un humain, doué de moins de biais cognitifs. C'est ça. Or, dans les faits, force est de constater que les algorithmes eux-mêmes comportent au moins autant de biais cognitifs que leurs concepteurs, puisque précisément leurs concepteurs eux-mêmes, ils ont des croyances, ils font faire à leur machine un certain nombre de choix, manifestant un certain nombre de partis pris. Et donc finalement, les IA ont aussi, elles, leurs biais cognitifs. Mais quand même, l'argument utilisé par un certain nombre de ceux qui sont les contempteurs de l'IA, c'est de dire c'est rationnel, vous n'avez rien à craindre. C'est rationnel ou pas un IA? Ça dépend effectivement de ce qu'on entend par rationnel. C'est-à-dire que c'est rationnel seulement au prix d'une réduction de ce que l'on entend par la rationalité, en réduisant la rationalité à un simple calcul. Or, ce que l'on entend par l'intelligence justement au sens, si je puis dire, je dirais humain du terme. Et émotionnel. La réflexion est émotionnelle, intégrant justement l'intelligence, émotionnelle, et bien ça, une machine en est absolument incapable. Et ça pose de véritables problèmes éthiques, puisque lorsque des intelligences conversationnelles, par exemple celle de Microsoft qui s'appelait Tai, en 2016, ont été mises en route et lancées en discussion avec des internautes, il lui a fallu 16 heures à cette intelligence conversationnelle pour virer misogyne, raciste
et antisémite. Et pas plus tard que le mois dernier, en août, donc ça c'était Microsoft, pas plus tard que le mois dernier, Meta, la société mère de Facebook, a lancé également une intelligence conversationnelle à qui il a fallu 2 jours pour virer à son tour antisémite et complotiste. Et donc, une IA, elle est aveugle en tant que telle. Elle ne se pose pas de questions morales. Mais ça veut dire que des gens derrière l'ont programmée pour devenir Alors, raciste. ne l'ont pas programmée pour devenir ça, simplement, elle a appris des échanges qu'elle avait avec des internautes, elle se nourrit de toutes les données, et elle produit une réponse qui est parfaite, enfin, selon elle, suivant le paramétrage qu'on en a fait. Elle fait miroir de ce qu'elle entend, en fait. Pour une part, mais également des choses qui lui paraissent rationnelles et qui lui paraissent économiques. Or, parfois, il peut y avoir des points de vue rationnels qui s'avèrent simplement, qui sont simplement choquants, qui sont considérés comme, oui, morale et rationalité pour le philosophe. Sont deux choses différentes. C'est deux choses très différentes. Parce que, par exemple, lorsque vous êtes incriminé, par exemple, je ne sais pas moi, d'homophobie ou de racisme ou d'antisémitisme, on ne dit pas que vous êtes antisémite. On dit que vous avez tenu des propos antisémites. Et donc, une intelligence artificielle peut parfaitement, parce que dans tel contexte, ça lui paraît rationnel, tenir des propos qui sont considérés par la loi comme antisémites ou comme racistes. Juste un dernier mot, il nous reste très peu de temps, mais c'est pour une entreprise, pour un énorme groupe, avoir un robot IA comme patronne de filiale, économiquement, c'est intéressant, au-delà du buzz. Alors ça dépend de l'activité de la filiale et ça dépend des tâches que lui est imparties. Si on la spécialise sur des prises de décision dans le domaine de la gestion, dans le domaine de tâches qui sont reproductibles, ça peut avoir un sens. Enfin, plus exactement, ça a un sens de lui confier l'exécution d'un certain nombre de tâches. En revanche, la nommer CEO, c'est clairement pour vouloir faire le buzz, parce que c'est une entreprise spécialisée dans les jeux vidéo et dans le métaverse. Donc là, c'était pour faire le buzz. C'est ça. En conclusion, cher Arnaud, moi je dirais simplement que l'IA, c'est très utile comme une aide à la décision. En revanche, il y a un pas à ne pas franchir lorsqu'on en fait un décideur qui vient supplanter les humains. Le RH augmenté, oui, mais pas l'IA qui se substitue au RH. Merci en tout cas Thibaut Brière d'être venu nous rendre visite. Toxic Management, très bon livre à découvrir chez Robert Laffont. Et vous êtes spécialiste des organisations du travail et philosophe. Merci. Et à la semaine prochaine, j'ai envie de vous dire. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet important, les discriminations et l'intégration des personnes LGBT. C'est un sujet important, on va l'étudier à travers un observatoire et à travers cette journée mondiale du coming out. On fera le point avec des experts, des alliés aussi, c'est le nom qu'ils portent. On va examiner tout cela dans le cercle RH. C'est juste après la pause. Le cercle RH, on parle à l'occasion de cette journée mondiale du coming out, de l'intégration et des difficultés aussi, on va en parler, des personnes LGBT en entreprise, avec des sondages, un observatoire, et on fait le point avec nos invités qui sont des experts de cette question. D'abord, Hélène Tagliabue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dans le jargon de l'autre cercle, vous êtes une alliée. Dans votre vie professionnelle, vous êtes DRH Europe du groupe Legrand, qui est une très belle entreprise, et vous êtes en charge et directrice de la diversité. On reviendra évidemment sur la charte d'engagement que vous avez signée LGBT+, et qu'est-ce que ça vous oblige au sein de l'entreprise et quel travail vous menez évidemment au sein de chez Legrand. On voit d'ailleurs qu'il y a des différences entre ceux qui ont signé la charte et les entreprises qui ne l'ont pas signée. Les salariés ne se positionnent pas pareil. Alain Gavant, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes co-responsable de l'Observatoire, je l'évoquais, de la Fédération de l'autre cercle qui dynamise cette 4e édition de la journée mondiale du coming out. Ça s'est passé sur les Champs-Élysées, je crois, c'est ça Alors ce sera ce soir, donc ce soir la diffusion au cinéma Gaumont-Champs-Élysées, effectivement, avec la ministre de la Diversité Isabelle Rome et 400 dirigeants et directeurs diversité de grands groupes. D'abord un mot, parce que je veux aussi qu'on se projette sur l'avenir et qu'on voit ce qui se passe réellement dans les entreprises, mais à travers l'Observatoire publié à l'occasion de cette 4e journée, on voit quand même qu'il y a toujours une très grande invisibilité des personnes LGBT. 83% d'entre elles disent qu'elles préservent leur évolution de carrière et 67% d'entre elles, elles disent tout simplement assurer leur bien-être, c'est-à-dire en n'en parlant pas, en se cachant, on se protège.
c'est quand même une situation délicate. C'est-à-dire que les choses ne sont pas totalement transparentes. On se cache encore. Alors, tous les sondages montrent effectivement qu'une personne sur deux reste dans le placard, comme on dit, c'est-à-dire ne veulent pas être visibles dans le monde du travail, pour une raison qui est simple, c'est que ces LGBT+, ont peur des stéréotypes, voire de l'exclusion. Et ça peut être parfois même des LGBT-phobies, puisque un tiers des LGBT+, disent être victimes de LGBT-phobie. Ce sont des insultes, ça peut être même des menaces sur les biens ou sur les personnes. Donc effectivement, nous sommes loin encore d'être à l'inclusion des personnes LGBT+, au travail. Hélène Tagliabue, je voulais vous demander votre engagement et le fait que votre entreprise s'engage. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Dès lors qu'une entreprise aussi importante que la vôtre signe cette charte, c'est-à-dire engage véritablement une politique RH au sein de son entreprise, est-ce que vous avez constaté, et vous avez des indicateurs j'imagine, constaté une évolution? Très certainement. En fait, lorsque l'on a ouvert le chapitre de l'inclusion LGBT+, avec l'aide d'ailleurs de l'autre cercle et de Catherine Tripon, qu'on évoquait en coulisses et qui était un personnage important dans ce combat. Tout à fait. Lorsque nous avons donc ouvert ce chapitre et que nous l'avons formalisé dans notre politique diversité et inclusion, nous avons constaté que cette politique diversité et inclusion a eu un écho formidable en interne. On a adressé spécifiquement le chapitre de l'inclusion LGBT+. On l'a ouvert en signant notamment la charte d'engagement LGBT+, de l'autre cercle. Et ça a permis à certaines personnes en interne de se rendre visibles. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous avez libéré la parole, parce que c'est quand même des gens qui sont en souffrance, qui n'osent pas dire qu'ils sont en couple avec un homme ou une femme, qui 7 fois sur 10 disent rien. Là, vous libérez la parole, vous leur permettez de s'épanouir. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est très important, effectivement, et qu'il ne faut pas, je dirais, sous-estimer l'importance de signer ce type de charte. C'est pas un gadget, enfin, c'est important de le dire, c'est pas on signe comme ça sur le coin de la table, c'est un engagement aussi pour l'entreprise. Exactement, parce que ça nous permet de définir le cadre dans lequel on souhaite que nos salariés évoluent, qu'ils sachent quelles sont les valeurs pour lesquelles nous nous battons, voilà, et qui sont importantes pour nous, et qui leur permettent aussi de se reconnaître dans ces valeurs et de contribuer à leur mesure à faire avancer la société sur ces sujets-là. Cet engagement, c'est vraiment la première pierre à l'édifice. Cet engagement est important. C'est une façon pour la direction de mettre le sujet sur la table, qui est souvent méconnu, incompris. Mais pourquoi parle-t-on de cette thématique dans le monde du travail? Et donc, nous avons besoin d'une direction qui donne le là, qui donne la frontière de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire dans le monde du travail sur cette thématique. Je voudrais qu'on nous éclaire sur le vocabulaire que vous utilisez, parce que c'est assez important. À travers cet événement qui aura lieu ce soir, vous dites qu'il y a les alliés. Alors, si je ne m'abuse, vous êtes une alliée. Tout à fait. Vous avez signé cette charte, vous êtes considéré comme une alliée. Et puis, il y a les rôles modèles. Alors, c'est quoi les rôles modèles et c'est qui les alliés? Alors, les alliés, on commence à les définir. Ce sont ceux qui signent la charte, des entreprises. Les rôles modèles, c'est quoi alors? Il y a aussi les rôles modèles alliés. Oui, et alliés qui sont les deux. Peut-être un mot sur les alliés. En fait, il y a environ 7% de personnes LGBT+, dans le monde, donc 93% de personnes qui ne sont pas LGBT+. Le combat pour l'inclusion des personnes LGBT+, ne doit pas être le simple fait des personnes LGBT+, elles-mêmes. C'est aussi ceux qui ne sont pas LGBT+, et 93% qui doivent œuvrer pour l'inclusion des personnes LGBT. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement un sujet communautariste, c'est un sujet de droit humain. Donc les alliés... Et le droit du travail aussi, on va y revenir. Tout à fait. Ces alliés sont des personnes qui ne sont pas LGBT+, et qui œuvrent pour l'inclusion des personnes LGBT+. Alors les rôles modèles, de quoi s'agit-il? Un rôle modèle, c'est une personne qui peut être dirigeante ou leader LGBT+, et qui... inspirante donc. Qui est inspirante, qui est une figure d'identification, et qui montre qu'elle peut réussir sa carrière professionnelle, qu'elle peut être visible tout en étant homosexuel, bisexuel ou transgenre. Quelle que soit son orientation sexuelle, on peut donner le meilleur de soi-même et réussir sa carrière. C'est un signe fort d'identification. Et s'engager dans l'entreprise. C'est un engagement. La phrase de Catherine Tripon, je la retrouve, non seulement la situation ne s'améliore pas, mais notre enquête le montre, les discriminations et agressions progressent, il faut une tolérance zéro et mettre en place des dispositifs d'alerte. Et vous avez évoqué le diagnostic tout à l'heure, mais sur l'après, il y a aussi l'attitude que doit avoir les RH, une entreprise, lorsque, j'ai dit 55% ont déjà entendu
entendu des blagues LGBT ou homophobes. Ça, c'est un rôle qui incombe au RH, ça. La tolérance zéro, c'est-à-dire on sanctionne, on ne laisse pas passer. Tout à fait. Je parlais tout à l'heure de mettre en place un cadre de travail qui favorise l'inclusion. Ça veut dire aussi sanctionner des comportements déviants sur le sujet et ne pas admettre effectivement d'attitudes LGBT-phobes. Mais ça veut dire que vous, en tant que RH, là je me tourne vers la RH et plus l'allié ou la responsable diversité, vous avez eu à recevoir dans votre bureau et à faire des réprimandes ou à recadrer des collaborateurs ? Pas directement, mais on a aussi mené une enquête interne pour savoir quel était finalement le climat dans l'entreprise sur ce sujet-là. Et effectivement, les répondants nous disent on a déjà entendu des blagues sexistes, LGBT-phobes, etc. pour 11% des répondants. Ce qui veut dire que c'est un véritable sujet et qu'il nous faut continuer à sensibiliser sans cesse sur le fait que ça n'est pas acceptable. Voilà. C'est vraiment un sujet finalement de transformation culturelle que l'on opère au sein de l'entreprise. Et que vous accompagnez par le choix de la signature. Symboliquement, c'est très fort qu'une entreprise aussi importante que le grand, et il y en a d'autres, il y a beaucoup de très grosses entreprises, s'engage concrètement. Quel est le chemin qui nous reste à parcourir ? Parce qu'on voit votre engagement, on voit ses alliés. C'est quoi la route qui nous... C'est une transformation culturelle ? Alors, c'est une transformation culturelle, mais il ne faut pas que ce soit simplement du pinkwashing, comme on dit, c'est-à-dire simplement pour l'image, la communication. Il faut qu'il y ait un réel déploiement. Et ça, ce déploiement nécessite d'abord des actions de communication, de sensibilisation, de mettre en place des dispositifs d'alerte et de sanctionner les discriminations ou les comportements LGBT-phobes. Donc, c'est vraiment la communication, la sensibilisation, la formation et notamment des managers qui pourront être à même de recadrer leurs équipes est vraiment essentiel dans ce dispositif. Donc c'est de la formation pour être très concret. Hein, changer les mentalités. Changer les mentalités. Et les comportements. Et le regard. Et le regard. Le droit du travail, parce que c'est important qu'on en parle. On a eu le débat en première partie d'émission avec une entreprise très ouverte sur la parentalité, avec les deux parents, parce qu'il y a parfois un papa et une maman, mais parfois il y a deux papas ou deux mamans. C'est important cette question-là du droit du travail. C'est à l'égalité. Parce qu'on voit quand même des personnes qui se cachent et qui font croire qu'elles sont hétérosexuelles pour ne pas dire la vérité. Le droit du travail, il est implacable. Il faut une égalité sur cette question. Oui, mais les choses sont complexes en fait sur ces questions-là. Donc oui, il faut être très ferme sur le cadre légal et ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Et il nous faut surtout accompagner, faire dans la pédagogie pour que tout un chacun le comprenne. Et en premier lieu, les managers qui sont en charge d'équipe et qui sont en charge de déployer certains messages. À titre d'exemple, parce que c'est un exemple que Alain connaît bien, puisque l'année dernière, lors de la 3e édition, en fait, une des lauréates était une salariée de l'entreprise qui a fait sa transition de genre. Et lorsque nous avons communiqué au sein de l'entreprise et au sein de l'équipe sur ce sujet, il était très clair que désormais, nous n'accepterions pas certains propos vexatoires ou... À son égard ou d'une manière générale. Exactement. D'accord. Donc dans la communication, ça a été... C'est dit, c'est verbalisé. Bien sûr. Bien sûr. Et tout le monde le sache. Pour revenir à l'aspect juridique, il y a un point extrêmement important, c'est que si les droits sont égaux pour les personnes LGBT+, encore faut-il que ces personnes soient visibles pour faire valoir leurs droits. Si par exemple un homme veut avoir une mutuelle avec son conjoint d'une personne de même sexe, eh bien si elle cache son homosexualité et le fait qu'elle ait un conjoint de même sexe, elle ne va pas faire valoir son droit à la mutuelle. Donc c'est pour ça que la notion de visibilité est essentielle et n'est pas simplement... Elle découle ensuite d'enjeux importants sur des droits juridiques. Vous le dites, la mutuelle et un certain nombre de droits sur le congé parental, parce que parfois si on ne le dit pas, on pense qu'on est une famille monoparentale. Il reste du chemin. Votre journée s'appelle, c'est la 4e édition, la journée mondiale du coming out. En résumé, c'est pas si simple aujourd'hui encore, au XXIe siècle, de faire son coming out. Chaque personne qui est venue sur ce plateau nous a raconté des histoires un peu dingues, de la manière dont ils avaient annoncé, dit, par obligation, parce qu'il y avait un dîner d'entreprise et qu'il fallait à un moment donné, voilà. C'est pas simple comme démarche. C'est pas simple parce que les LGBT+ représentent une minorité, 7% de la population mondiale, dans un environnement, et je ne le critique pas, c'est un fait,
c'est ainsi dans un environnement qui est hétéronormé, c'est-à-dire que tout est pensé autour du monde hétérosexuel, et ce que j'entends, puisque c'est la population majoritaire. Et donc, en tant que minorité, il faut faire valoir ses droits, pouvoir être soi-même, et c'est encore un challenge. Alors, ce qui est quand même dans cette série de chiffres un peu déprimants, il y a quand même des chiffres très positifs. Oui, ça remonte. Notamment, le sondage que nous avons lancé avec Ipsos, spécialement pour cette édition Rôle Modèle, l'autre cercle, nous montre que finalement l'opinion publique plébiscite l'engagement des entreprises en matière d'inclusion des personnes LGBT+. C'est-à-dire que 66% des Français disent les entreprises ont le devoir de s'engager sur ces questions d'inclusion des personnes LGBT+. Ça, c'est quand même positif. Je vous pose la question à la Gavant, et je la pose aussi à Hélène Tagliabue, mais il y a des indicateurs obligatoires, les fameux indicateurs pénicaux sur l'égalité femmes-hommes, qui sont des obligations. Depuis presque un an maintenant, l'entreprise doit les remplir. C'est d'ailleurs assez fastidieux, mais c'est très important. Est-ce qu'on doit aussi, est-ce que vous aiguillonnez en faisant du lobbying, en disant mais il faut aussi travailler sur ces questions d'inclusion LGBT? Est-ce que c'est un sujet est-ce qu'il faut remonter d'un étage sur ce sujet? Ce que nous demandons, Hélène, c'est certainement aux entreprises, plus qu'à l'action publique et aux législateurs, nous demandons aux entreprises de mesurer les perceptions de l'inclusion des personnes LGBT+ au travail. Donc les entreprises mettent en place des enquêtes sociales régulières, des perceptions des discriminations, et sur la thématique des sondages internes. Et donc au travers du baromètre IFOP que nous lançons, nous avons eu 40 entreprises en 2020 qui se sont lancées dans ce dispositif, et c'est effectivement une façon de prendre le pouls sur ce qui se passe dans son entreprise. Je vous donne la parole. Vous voulez y répondre à ma question peut-être, parce que c'est un travail que mènent les RH, c'est un travail d'indicateurs, les indicateurs pénicaux. Est-ce qu'il faut aussi, pour les entreprises qui ont signé cette charte, de dire mais nous on voudrait aussi rapporter ces éléments en plus? Alors, c'est de la RSE. Oui. Bien sûr, c'est de la RSE. Effectivement, ces sujets-là et ces enjeux-là pénètrent l'entreprise, et nous sommes aussi redevables sur les questions sociétales vis-à-vis de nos salariés en interne, mais aussi vis-à-vis de tout notre écosystème également. Nous avons mené chez Legrand l'année dernière une enquête d'engagement globale, dans laquelle nous avons voulu mesurer la perception de nos salariés sur la dimension de la diversité et de l'inclusion, de manière générale. Où il s'est avéré que effectivement, ce sont des sujets importants pour les salariés et qu'ils plébiscitent à plus de 80% les actions de l'entreprise dans ce domaine. Et puis sur le sujet de l'inclusion LGBT+, en particulier, nous avons voulu mener en début d'année une enquête pour mesurer la perception de l'entreprise sur ce sujet-là. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a encore des progrès à faire sur cette dimension spécifique. Comme le disait Alain, plus d'un salarié sur deux LGBT+, n'est pas visible. Voilà. Et c'est le cas aussi chez nous. Oui, c'est l'invisibilité qui pose vraiment un souci. Et vous dites, même si on entend que ce n'est pas si simple, faites ce coming out parce que ça enclenche aussi derrière des droits, une intégration, je dirais, en termes de droits et juridiques, parce que c'est un acte pas simple à faire sur le plan humain, mais c'est important pour le salarié de l'entreprise. C'est ça que vous dites. Alors, c'est important pour ses droits, mais c'est aussi important pour son bien-être. Bien sûr. Parce que ce collaborateur, cette collaboratrice, ils vont se sentir mieux dans leur basket, si on peut dire, et ça va aussi avoir un retentissement sur leur engagement. Donc c'est aussi un facteur de performance pour l'entreprise, parce qu'avoir des salariés engagés, c'est ce que veulent toutes les directions, toutes les DRH. C'est exactement ce que j'allais... En conclusion, on parle beaucoup des salariés, de leur rapport à la signature de cette charte. Vous dites c'est positif, on a de très bons retours. Le rapport aux consommateurs, parce qu'il y a aussi un enjeu derrière, c'est que vous êtes une entreprise visible, vous êtes une marque connue, et une grande partie de vos entreprises signataires sont des grandes marques, des grands groupes. Comment ça se passe, ce rapport-là? Alors moi, j'ai envie de dire... Non, vas-y. Allez-y, Hélène. Il faut un engagement fort de l'entreprise sur ces sujets-là, et notamment de la direction. Il faut que ce soit en lien avec la raison d'être de l'entreprise. Il y a 2 ans, nous avons retravaillé notre raison d'être, qui est d'améliorer les vies, en transformant les lieux de vie, là où les gens vivent, travaillent, se rencontrent. On s'éclaire. Exactement. Voilà. Et donc, il faut une cohérence et une congruence sur ces sujets-là. C'est très cohérent. Il y a une question d'image, effectivement, d'image
en externe et d'image en interne, et il faut que ça se rejoigne. Et je dirais que la force de notre démarche, me semble-t-il, c'est qu'elle est sincère. Voilà. Et que dans la mesure où elle est sincère, et que ça se sent, les salariés le sentent aussi. La sincérité. Et sont porteurs, eux aussi, de ce message. Ouais. Pas de greenwashing. Un tout dernier mot. J'ajouterais peut-être, effectivement, c'est un sujet de marque employeur et d'attraction des candidats, donc de recrutement, puisque élargir son vivier de candidats, y compris aux personnes LGBT+, ça devient un enjeu majeur pour les entreprises qui peinent à recruter. D'autant dans ce contexte de pénurique en matière de recrutement. Et là, je me tourne vers la RH, la DRH Europe. Merci Hélène Tagliabue, directrice des ressources humaines Europe, en charge de la direction de la diversité. Avec cette raison d'être chez Legrand, on entend bien la cohérence et l'engagement que vous portez sur ces sujets. Merci Alain Gavant d'être venu nous rendre visite avant cet événement, qui est un moment important, évidemment. Ce sera sur les Champs-Élysées, puis allez voir ces sondages, un baromètre. Et l'émission digitale également. Et l'émission digitale, évidemment. Vous êtes le co-responsable de l'Observatoire de la Fédération de l'autre cercle. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un sujet important à mettre en lumière, évidemment, sur ce plateau. On termine par un autre sujet, recrutement. La tech, c'est compliqué parce que c'est un métier qui n'est pas assez féminisé. On en parle avec notre invité, c'est Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi. On parle vraiment régulièrement de cette question qui est un sujet épineux, les femmes dans la tech, dans la cybersécurité d'ailleurs pour être bien précis. Et on en parle avec Sylvie Blondel. Bonjour Sylvie. Bonjour. Ravie de vous accueillir, directrice des ressources humaines chez StormShield, filiale d'Airbus Cybersecurity. D'abord un diagnostic, vous confirmez ce que je dis en introduction. Les femmes dans la cyber, ce sont des faux amis, on en voit peu. On les cherche. Vous les cherchez. On les cherche, il n'y en a pas en fait. Donc même si on voulait faire de la diversité et promouvoir de la positivité féminine, on aurait beaucoup de mal parce qu'on n'a pas de candidates. Donc c'est vraiment une pénurie de candidates, donc il faut vraiment travailler beaucoup plus en amont. StormShield, cette filiale dont vous êtes la DRH, est une entreprise qui recrute. Oui. C'est un secteur qui recrute. J'ai 70 postes ouverts. On est 350 salariés et 50 prestataires, donc 400 personnes qui bossent ensemble. J'ai 70 postes ouverts, donc oui, ça recrute. Et en fait, c'est pour ça qu'on a intérêt à motiver les femmes à rejoindre, parce qu'on se coupe sinon de la moitié de la population. Alors, il y a quand même un problème de diagnostic, vous nous le dites dès le départ, c'est que même si je voulais faire vraiment une politique de dingue, il n'y a pas de femmes. Alors, il y en a un petit peu plus, ça progresse. Mais les écoles, ça part des écoles. Ça part des écoles, ça part même plus en amont encore de tout petits, des parents, des conseillers d'orientation en fait qui ne connaissent pas nos métiers. Et donc il faut vraiment faire un travail en amont. Concrètement, ces femmes, parce que c'est toujours un peu la question un peu valise, un peu fourre-tout, mais qu'est-ce qu'elles apportent ou qu'est-ce qu'elles apporteraient en plus des hommes? Parce que cette question, elle est posée dans leur manière d'aborder les sujets, la manière de traiter des sujets cybersécurité. Alors, je pense que l'intérêt de la diversité, de l'inclusion au sens large, que ce soit les femmes, j'ai vu votre reportage sur le LGBT, etc., je pense que c'est ça qui fait l'intérêt. Moi, je prône beaucoup, en fait, la diversité, parce que je pense que c'est ça qui fait la créativité. Dans notre métier, il faut beaucoup de créativité, beaucoup de challenges. Donc, oui, les femmes vont amener un œil différent. Mais maintenant, on a besoin de toutes les inclusions et de toutes les diversités. Mais vous-même, vous incarnez ce... je m'autorise, vous êtes DRH d'une entreprise de cybersécurité. Quand on parle de ça, effectivement, d'un point de vue cliché, on se dit que c'est des hommes qui sont des informaticiens, un peu dans la guerre. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, quand même, le cliché. Alors, vous êtes une femme. Moi, j'ai fait toutes mes études pour être magistrat, ce que je ne suis pas. Oui. Et effectivement, quand j'ai cherché du travail après quelques années déjà en RH, en grande conso d'abord, et qu'on m'a proposé ce poste, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais aller faire en cybersécurité? Oui. Vous-même, vous êtes posé la question. Je vais me retrouver avec des mecs derrière des PC, voilà. Et en fait, pas du tout. Alors oui, effectivement, il y a quand même des PC, oui, bien sûr. Évidemment, mais en fait, on se retrouve dans une société où il y a de la créativité, où il y a beaucoup d'humains, et la relation humaine est au cœur, en fait, de notre métier. Et ça, c'est top, en fait. Donc, il faut casser ces préjugés. C'est intéressant qu'on creuse un peu. Quand vous dites humain, c'est pas uniquement parce que les gens sont sympas autour de la machine à café. C'est humain parce que les enjeux demandés par les clients sont aussi des enjeux humains. Bah oui, parce qu'en fait, cyberséréniser, qui est notre mission,
en fait, et vous le voyez avec les hôpitaux qui se font hacker, tout derrière récemment. le risque il est très humain, donc c'est la protection des personnes et des infrastructures en fait. Et c'est ça qui est aussi sympa, c'est le sens de notre métier. Il y a des volets très techniques, de développeurs, d'ingénieurs, parce bien qu'il faut sûr. rentrer dans la tuyauterie, Oui. et puis aussi le volet commercial dans la cybersécurité. Alors on a des commerciaux, on a des RH, on a du marketing, donc il y a des métiers à côté, mais il y a même des métiers en cybersécurité qui sont des avocats, des magistrats, donc c'est pas non plus que des développeurs. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on amène les femmes dans ces métiers de développement en valorisant le contenu des métiers. Mais vous, Sylvie, vous nous dites 70 postes ouverts, on entend qu'il y a 70 postes dans la partie technique, ingénieur, le hard skill, mais vous dites aussi, on ouvre. On ouvre aussi. Vous dites aux femmes, dans ces secteurs-là, c'est bien, venez sur les RH, venez sur la com, venez sur plein de choses. Oui, et puis il est aussi possible de faire de la technique. Enfin, moi, j'ai l'exemple d'une fille qui a rejoint nos organisations, elle était podologue, elle a fait une reconversion professionnelle et aujourd'hui elle est au service client et elle s'éclate. Donc c'est tout à fait possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis aussi investie dans une asso qui s'appelle le CEF6, en fait, qui est une association des femmes, dans le cercle des femmes cybersécurité. Et c'est pour ça que vous venez dans une émission de télévision, parce que à travers votre histoire, à travers ce que vous nous racontez, vous dites, ça peut peut-être enclencher aussi un désir de pousser la porte de ces boîtes. Oui, et puis on intervient, là, lundi, je vais intervenir dans une école avec quelqu'un de nos équipes, qui est une techos vraiment, et elle va partager son métier, on sera devant 70 jeunes. Donc oui, c'est dès le départ, en fait, il faut qu'on donne l'appétence sur nos métiers. Donc, faire de la pédagogie, venir à la télévision, un mot sur les salaires, parce que c'est intéressant aussi de dire à ceux qui nous regardent, à ses parents peut-être, parce qu'ils ont peut-être des enfants qui cherchent leur voie, les salaires sont bons en entrée? Alors, les salaires sont bons. Mais je pense que c'est pas que ça en fait. Alors pour moi la motivation du salaire est importante, mais je vous le disais, le sens au travail qui est quand même un élément moteur en fait aujourd'hui quand même. Donc et vous le voyez tous les jours, les cyberattaques ça pullule de partout. Récemment un hôpital encore, Ouais, un département. Oui, non, mais c'est sûr, en fait, et c'est chaque jour. Donc, je pense que ça donne du sens au travail. Il faut qu'on ait des salaires corrects. J'entendais tout à l'heure la parentalité, les conditions de travail. On fait aussi très attention, nous, aux conditions de travail de nos collaborateurs. Donc, on est aussi dans ces démarches-là, en fait. C'est des métiers, avant de nous quitter, quand même, où à la fois on est sur site, évidemment, chez vous dans le Nord ou à Issy-les-Moulineaux, mais on est quand même beaucoup en déplacement chez le client. Il faut aller voir, il faut faire des diagnostics, il faut travailler avec lui quand même. Oui, on a aussi beaucoup de présence, en fait, chez nos clients. Et on a accepté, nous... ça bouge, quoi, c'est ce que je veux dire. C'est un métier où on peut bouger, quoi. C'est un métier où on peut bouger et on a aussi évolué par exemple sur le télétravail. Avant on faisait, parce qu'on est dans la cybersécurité, on fait très attention à toutes nos connexions, mais on a mis en place aussi des mesures sécurisées qui permettent à nos collaborateurs de travailler à distance. Donc on se modernise nous aussi dans notre approche. Oui, ça serait un comble que vous soyez vous-même piraté alors que vous êtes en conseil de cybersécurité, ce qui serait dommage, évidemment. Merci beaucoup Sylvie Blondel. 70 postes d'abord dans son entreprise, celle en tout cas que vous représentez aujourd'hui, Storm Shield. Donc allez donc jeter un œil et puis peut-être vous la découvrirez dans des écoles, sur des sites bientôt, et des campus pour entendre que la cybersécurité, c'est aussi ouvert aux filles, aux femmes. Je dis aux filles parce que ça commence dès le lycée, ça commence dès le collège. Petit, Merci de nous avoir rendu visite, directrice des ressources humaines chez Storm Shield, filiale d'Airbus Security, Cybersecurity. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci pour toutes vos réactions, merci à toute l'équipe qui m'accompagne, évidemment Angèle aujourd'hui à la réalisation, Saïd au son, merci à Joséphine et merci à Léa pour l'accueil invité, évidemment. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.